soir. On va partir au Proche-Orient, où au moins 11 personnes ont été tuées, essentiellement des enfants, des adolescents, une vingtaine d'autres ont été blessés dans un tir de roquette. Alors, l'État hébreu affirme que ce tir de roquette meurtrier est l'œuvre du Hezbollah. Le mouvement islamique libanais soutenu par l'Iran dément en être l'auteur. Arthur Saradin, vous êtes au Liban ce soir pour LCI. D'abord, qu'est-ce qu'on sait précisément de ce qui s'est passé ? Alors pour revenir un petit peu sur les dernières heures de cette journée, on sait qu'une frappe a touché les abords d'un stade à Majd el-Shams, qui est une ville druze située sur le plateau du Golan syrien qui est occupé par Israël depuis 1967. Donc pour l'instant, le bilan est encore provisoire. On parle de 11 morts et de plusieurs dizaines de blessés, donc certains sont encore grièvement blessés. Il y a un médecin israélien qui a confié au quotidien Haaretz que la plupart étaient entre 8 et 14 ans, donc des enfants. On ne sait pour l'instant pas quelle était leur nationalité parce que la plupart des populations druzes de ce plateau du Golan occupé revendiquent plutôt une identité syrienne et plus de 90% d'entre eux n'ont pas pris la nationalité israélienne. Mais pour l'instant, la question principale est de savoir qui a commis ce tir. Et donc là, les versions s'échauffent. D'un côté, l'armée israélienne qui en effet accuse directement le Hezbollah d'une attaque ciblée et délibérée. Le Hezbollah lui dément et dit ne jamais tirer autre part que sur des sites militaires. Et en coulisses, auprès des chancelleries occidentales, avance même la thèse d'un tir du dôme de fer. Donc ces deux thèses pour l'instant s'entrechoquent, mais avant tout, elles inquiètent, à commencer par le gouvernement libanais lui-même qui a, à part son Premier ministre, rédigé un communiqué qui a affirmé qu'il fallait absolument que l'escalade des tensions cesse à la frontière et qui condamnait fermement l'attaque directe contre des civils innocents. Pour l'instant, la communauté internationale reste alerte et regarde ce qui pourrait advenir dans cette région qui est déjà sous conflit depuis maintenant 10 mois. On parle depuis octobre de plus de 20 civils morts côté israélien et plus d'une centaine côté libanais. Et les populations du sud Liban comme du nord israélien s'inquiètent d'une escalade des violences et d'un cercle des représailles qui pourrait entraîner toute la région vers l'escalade. Merci beaucoup Arthur Saradin pour ces toutes dernières informations. Donc au moins 11 morts, une vingtaine de blessés, essentiellement des enfants, des adolescents et évidemment la crainte d'une escalade dans cette région qui est une région très compliquée. Benjamin Netanyahou, à l'instant même, c'est le Premier ministre israélien, annonce que le Hezbollah paierait le prix fort. Catherine, évidemment ce que l'on craint, c'est l'ouverture d'un deuxième front et une amplification de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Il a même dit, Benjamin Netanyahou, que ce serait un prix qui n'a jamais été payé auparavant. Il rentre plutôt que prévu le plus rapidement possible des États-Unis, puisqu'on se souvient qu'il était en voyage là-bas. Donc ce risque est d'autant plus pris au sérieux de l'ouverture d'un nouveau front qu'on sait très bien que le Premier ministre israélien, quasiment depuis le début, voudrait... en même temps qu'il fait la guerre à Gaza, il voudrait aussi essayer d'éradiquer le Hezbollah au sud Liban. Alors tous ses alliés, notamment occidentaux, américains en tête, depuis des mois lui disent de ne pas le faire parce qu'évidemment la crainte ensuite, c'est que ça devienne tout à fait incontrôlable. Que ferait l'Iran, que feraient les autres pays arabes qui jusqu'à maintenant justement se sont tenus plutôt à l'écart de ce qui se passe à Gaza. D'ailleurs, la population palestinienne leur reproche suffisamment. Mais là, effectivement, si la guerre devait de nouveau se porter sur le Liban, est-ce qu'elle pourrait rester dans les frontières, notamment du sud Liban, puisque les Israéliens voudraient repousser en fait le Hezbollah de l'autre côté d'une rivière qui s'appelle le Litani, qui est à peu près à 10-15 km de la frontière israélienne. Donc évidemment, c'est la crainte d'un embrasement de la région qui fait que les Occidentaux... font pression sur les Israéliens pour que surtout il n'y ait pas ce deuxième front qui s'ouvre. Alors, deux réactions à vous donner. La première nous parvient de Washington, la Maison-Blanche qui condamne cette attaque, qui la qualifie d'horrible. Et le président israélien dit que le Hezbollah a violemment tué des enfants. Voilà ce qu'il dit, Isaac Herzog, ce soir. Alors, dans cette région, les frappes sont quasi constantes d'un côté comme de l'autre. On se répond pratiquement quotidiennement. Il y a des forces militaires qui se trouvent entre le Liban et Israël. 10 000 hommes, 10 000 casques bleus. Le Liban, c'est la taille en superficie de la Gironde, je crois. Et cette portion de territoire, elle est toute petite.
et il y a une densité de militaires absolument incroyable sur place, et c'est ce qui fait craindre évidemment un embrasement. Général, est-ce que le Hezbollah, qui s'est tenu malgré tout relativement à l'écart de la guerre depuis le 7 octobre, peut décider d'autre chose, de faire autre chose aujourd'hui? On peut toujours décider, on n'est pas dans la tête des dirigeants du Hezbollah, mais effectivement, depuis le début, on a quand même senti une certaine retenue depuis le 7 octobre. On n'a pas senti que le Hezbollah voulait s'engager dans cette guerre, peut-être parce qu'ils ont beaucoup à perdre. La situation au Liban est elle-même compliquée. Ils sont quand même assis sur une rente de situation où ils dominent le pays, où ils sont plus puissants quasiment que l'État libanais qui lui-même est en quasi-faillite. Et je ne vois pas l'intérêt qu'ils ont alors, ils doivent se montrer solidaires, il y a des échanges de requêtes, mais ça dure depuis des années. Je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à tirer sur des populations civiles. Alors ça c'est vraiment dramatique, quoi. En plus, ça tombe sur des enfants. Maintenant, il faut rappeler, le Golan, c'est quand même c'est un territoire occupé. Israël estime que c'est annexé, que ça leur appartient. En droit international, ça appartient à la Syrie. Ça n'appartient pas, le Golan n'appartient pas à Israël. Renaud Girard, on va venir vers vous dans un instant. J'aimerais qu'on retrouve le colonel Olivier Rafovitz, qui est porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir, colonel. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. D'abord, les toutes dernières informations dont vous disposez. Que s'est-il passé précisément ce soir? D'abord, je voudrais vous dire, vous remercier de m'inviter dans votre émission ce soir. Vous dire que c'est un événement pour nous extrêmement grave. 11 enfants ont été tués par une frappe donc, du Hezbollah, d'un missile avec une charge relativement lourde d'explosifs, tiré au nord du village de Shaba dans le sud Liban. Le Hezbollah ment en disant que ce n'est pas lui qui a tiré. Nous avons toutes les informations, tous les éléments de renseignement pour dire que c'est le Hezbollah qui a attaqué et malheureusement qui a tué 11 enfants et blessé 20 autres. Et pour nous, cet incident dramatique dans un village druze israélien du Golan. Et peu importe, j'écoutais tout à l'heure l'analyse, si le Golan s'est occupé, c'est pas occupé le Golan, c'est Israël. Le Hezbollah attaque Israël, d'ailleurs il attaque le nord d'Israël depuis le 8 octobre, le lendemain du 7 octobre. Il s'est lié au Hamas parce que les deux sont reliés directement à l'Iran et que le but du Hezbollah, c'est d'attaquer Israël, de provoquer des réactions israéliennes et d'ouvrir ou de laisser ouvrir un second front tout en ne voulant pas vraiment au départ, enfin en tout cas, faire une guerre totale. Mais le fait d'être attaqué depuis le 8 octobre par le Hezbollah, qui est au Liban, qui est non pas l'otage du Liban, mais qui a pris en otage le Liban, un État souverain, fait qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est inacceptable, qui est impossible à accepter du côté israélien. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce drame humain, va produire une réaction. Alors justement, colonel, d'abord le Liban condamne ces attaques, des attaques contre des civils, c'est le Liban qui le dit officiellement ce soir. Benyamin Netanyahou, pardon, laissez-moi poser ma question, vous pourrez répondre après. Je vous en prie. Benyamin Netanyahou dit lui ce soir que le Hezbollah va payer le prix fort suite à cette attaque. Traduisez-nous, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, je n'ai pas l'habitude de traduire ce que dit le Premier ministre de mon pays. Je suis porte-parole de l'armée israélienne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ici une situation qui est aberrante. Il y a un pays, c'est le Liban, un État qui siège à l'ONU, un État souverain, qui abrite en son sein une armée terroriste qui est peut-être la plus grande armée terroriste du monde, en hommes et en moyens. Et le Hezbollah, en fait ce qu'il veut au Liban. Le Liban, aujourd'hui, dit qu'il condamne ce qui s'est passé. En tout cas, je lis les informations. Mais il est clair que rien n'a été fait pour empêcher le Hezbollah d'être cette menace contre l'État d'Israël. Et ceci doit s'arrêter. On comprend que vous considérez que le Liban est responsable, co-responsable de ce qui s'est passé ce soir. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne condamne, je cite, un bain de sang après la mort de 11 civils, essentiellement des enfants, des adolescents. Une vingtaine de personnes ont également été blessées par cette frappe. Je vais vous reposer la question. Israël, par la voix de son Premier ministre, répond
que eh bien, cette frappe aura des conséquences, un prix fort pour le Hezbollah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le 8 octobre, on est attaqué et qu'on réagit et qu'on frappe le Hezbollah par des frappes très précises dans une approche que je définirais comme une approche défensive active. Est-ce que cette approche va évoluer après ce qui s'est passé ce soir? Ce soir, se sont réunis au plus haut niveau le chef d'état-major de l'armée israélienne, le chef du Mossad, le chef du Shabak, avec le ministre de la Défense. Le Premier ministre israélien, vous savez, était aux USA, il revient avant la date prévue, enfin les heures prévues. Donc, il faut attendre les décisions qui vont être prises au niveau de l'État d'Israël. Il est clair que Tsahal est prêt à tout faire pour défendre la population israélienne et défendre les Israéliens qui soient au nord, au centre ou au sud. Cette situation au nord d'Israël est une situation qui ne peut pas durer, qui ne peut plus durer. Colonel, une dernière petite question, c'est Catherine Gentil qui va vous la poser. Oui, bonsoir colonel. Est-ce que l'armée israélienne aurait les moyens finalement de mener deux guerres, c'est-à-dire une à Gaza et une au sud-Liban? Il n'y a pas deux guerres. Il y a une guerre. Sur deux fronts. Sur deux fronts, alors, si vous préférez. Non, laissez-moi juste continuer, s'il vous plaît. Sur plusieurs fronts. Lorsque les Houthis attaquent Israël, c'est un front. Lorsque les Iraniens ont attaqué Israël au mois d'avril, c'était aussi un autre front. Le Hezbollah, c'est un front. Le Hamas, c'est un front. Nous sommes face à plusieurs fronts dans cette guerre où l'Iran joue un rôle essentiel. La question, est-ce qu'Israël est capable de faire face à plusieurs fronts? La réponse est oui. Merci, colonel Rafovitz. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur LCI. Ce soir, Renaud Girard, les risques dans cette affaire, quels sont-ils? Il y a d'abord quelque chose que je ne comprends pas. Je suis d'accord avec la tonalité générale de ce que dit le colonel Rafovitz, mais j'aurais des nuances à faire. Lorsqu'il a dit que ça visait des citoyens israéliens, alors moi je connais bien cette région du Golan, et en fait elle est habitée de Druzes. Les Druzes, c'est une minorité religieuse assez méconnue et un peu secrète, qui fait une sorte de syncrétisme de toutes les religions, mais plutôt du côté musulman. Et cette minorité druze au Moyen-Orient, elle a une règle, d'être toujours loyale au pays où elle habite. Alors par exemple, les Druzes qui habitent en Israël, ils sont loyaux à l'État juif, et d'ailleurs ils servent dans l'armée, ils peuvent servir d'ailleurs à des rôles extrêmement élevés. Moi j'étais par exemple dans une unité avec un colonel druze qui combattait le Hezbollah en 2006, et il le combattait vraiment férocement. Mais les Druzes qui habitent le Golan, donc qui a été occupé lors de la guerre préventive d'Israël en 1967, ces Druzes-là, on leur a offert la nationalité israélienne si vous voulez la prendre. Très peu ont choisi cette option. Alors, ils peuvent tout à fait jouir des services sociaux israéliens, dans les universités israéliennes, etc. Mais quand vous allez chez eux, vous payez en chèque dans les boutiques, vous payez en shekel. Ils sont d'ailleurs très sages, ils ne sont pas des rebelles. Mais il y a quand même le portrait dans l'épicerie, il y a le portrait du président Hafez el-Assad, parce que c'était le dernier président qu'il connaissait bien. Et donc, ils sont loyaux. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pour ça que je suis un peu prudent. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que le Hezbollah irait frapper des enfants druzes aux Syriens, au Golan? Il y a quelque chose là que je ne saisis pas. Et donc, je préférerais être prudent et en tout cas, attendre l'enquête, parce que pour moi, c'est pas normal. Le Hezbollah peut très bien, s'il le voulait, bombarder les kibboutz qui sont au nord, et ce qu'il a déjà fait souvent d'ailleurs, au nord d'Israël. Mais là, pourquoi est-ce qu'il attaquerait le Golan? Là, je ne comprends pas très bien. Trois choses. D'abord, ce que nous dit le colonel,
Selon lui, c'est que les victimes sont israéliennes. Elles sont druzes, elles ne sont pas israéliennes. Il y a très peu de chances qu'elles soient israéliennes. Si elles ont un passeport israélien, ça oui, mais je ne pense pas qu'elle l'ait. Je ne pense pas que ces enfants... C'est ce que lui dit. Voilà, on n'a pas ces informations, oui, parce qu'il dit que c'est un territoire annexé par Israël, ce qui est vrai, mais je ne suis pas sûr qu'il ait raison sur ce point précis. Eh bien, nous le verrons. Voilà. Ce que l'on sait, c'est que le mouvement islamiste dément être l'auteur du tir, que ce tir intervient après l'annonce de la mort de 4 de ses combattants lors d'une frappe israélienne, et que l'armée israélienne, vous l'avez entendu, c'était en direct sur LCI, dit préparer une riposte. Xavier Titelman. J'ai juste un petit mot à ajouter, c'est qu'apparemment la base américaine de Konoko, qui est à côté de Deir ez-Zor en Syrie, a été bombardée aussi par des éléments proches de l'Iran. Est-ce que ce serait pas forcément le Hezbollah, mais des groupes proches de l'Iran qui bombardera à droite à gauche? Les bases américaines en Syrie et en Irak ont été bombardées il y a quelques temps, ça faisait déjà plus de 150 fois. Alors, mais c'est peut-être justement pour ça que c'est pas forcément le Hezbollah qui sera en cause, et peut-être des groupes proches de l'Iran, islamistes, etc., qui bombardent. D'autres proxys, effectivement. Exactement. Et c'est d'ailleurs, le Hezbollah libre pour l'instant, alors libre à vous ou pas de croire le Hezbollah. Faut pas toujours les croire, mais... Non, voilà. D'autant plus que l'Iran a depuis peu un président qui a fait campagne et qui a été élu, on l'a laissé se faire élire, avec un programme ouvertement pro-occidental et d'ouverture vers l'Occident. Alors je ne dis pas que c'est lui qui a tout le pouvoir en Iran, il n'a pas tout le pouvoir en Iran, mais on a laissé faire cette campagne électorale, et donc je pense qu'aujourd'hui, l'axe Iran-Hezbollah n'est pas à l'offensive, et c'est pour ça que je suis extrêmement prudent, surtout une attaque sur le Golan, sur des Druzes au Golan, je ne la comprends pas. Général ? Moi, je suis absolument d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée que le Hezbollah veuille attaquer cette région-là, bon, quand il tape sur les kibboutz au nord, on comprend bien, c'est ce qu'ils ont fait depuis le début, qu'ils s'attaquent à Israël au début, mais là, il n'y a pas véritablement d'intérêt. Ou alors il y a un tir, il y a un coup qui est parti, je veux dire, mal réglé, ou dans la mauvaise direction, ou je ne sais pas. Il peut s'être passé quelque chose comme ça. Maintenant, la piste des proxys iraniens, elle est possible aussi, sans que ce soit véritablement le Hezbollah. Maintenant, on n'est pas dans la tête des dirigeants, on ne sait pas exactement quelle est la tectonique locale. Il faut rester prudent. De toute manière, ça reste très, très inflammable. Mais on a bien vu, c'est surtout la retenue du Hezbollah depuis le 7 octobre quand même. Bon, il y a eu des tirs, etc. Mais enfin, il n'y a pas eu la déferlante, il n'y a pas eu le conflit majeur que l'on craignait. Et puis là, d'un seul coup, il tire sur des Druzes. Voilà. Il y a quelque chose, je suis absolument d'accord avec vous, qui moi, me chagrine. Mais notre correspondant là au Liban disait que des chancelleries occidentales au Liban disaient que ça pouvait être comme un accident lié au dôme de fer. Donc il faut savoir aussi s'il y a eu c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des échanges de tirs à un moment et que c'est ce qu'on appelle un tir ami, si on peut appeler ça comme ça. Il faut attendre de voir l'enquête. J'imagine que les services occidentaux doivent beaucoup travailler sur cette question parce qu'effectivement, c'est toujours le risque d'embrasement qu'ils redoutent tous. Donc, on en saura sûrement plus assez rapidement parce que l'enjeu, en effet, est très important. Oui. Et bon, après, Israël a-t-elle les moyens de faire face à deux fronts? Moi, j'ai quand même des doutes. Voilà, donc je ne suis pas le... En campagne aérienne, il n'y a pas de doute. Ouais. En campagne aérienne, ils sont plus... Oui, en campagne aérienne, oui, mais bien sûr. Mais après, il faut tenir le front. En campagne, on va au sol. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une partie de leur armée qui est engluée dans la bande de Gaza, avec un problème qui est quand même un échec stratégique jusqu'à présent qui n'est pas résolu. Et donc, ont-ils les moyens d'aller vers le nord? Ce serait, je veux dire... Non. Je suis d'accord. On va l'étirer, ils vont en tout cas, la grande majorité de la population israélienne n'est pas... enthousiaste à l'idée de faire une deuxième guerre au nord. Voilà, mais là, moi, je parle d'arithmétique pure. Je veux dire, ça me paraît douteux. Alors, je me trompe peut-être, mais ça me paraît douteux qu'une armée qui fait 400 ou 450 000 hommes ait les moyens de tenir deux fronts comme ça, parce qu'ils doivent aussi tenir leur front sur les frontières est, sud, etc. Ils ont quand même, je veux dire, la menace, elle est là, pour le coup, vraiment protéiforme. Le Hezbollah est un mouvement terroriste, et donc, effectivement, ils sont obligés de maintenir des troupes importantes au nord. Mais de là à mener une offensive majeure, alors que le problème de la bande de Gaza n'est pas réglé, j'ai des doutes.